Correspondance, Martine Jacob. Correspondance est consacrée aujourd'hui à une légende de la littérature du XXe siècle. Son véritable nom, c'est Françoise Coirez. Elle est née à Carjac le 21 juin 1935. À 18 ans, elle passe son bac et s'inscrit à la Sorbonne. Son indépendance d'esprit, son amour pour la lecture, pour les auteurs français ou étrangers, qui sont Stendhal, Flaubert, Rimbaud, Gide, Camus, Sartre, Dostoïevski, Faulkner, Hemingway, Tennessee Williams et Proust. Proust, auquel elle empruntera son nom de romancière. Elle fréquente les boîtes de nuit, les clubs de jazz, Saint-Germain-des-Prés. Elle sera l'amie de Florence Malraux, deviendra l'amie de Jean-Paul Sartre, fera des rencontres qui la marqueront, comme Tennessee Williams, Billie Holiday, Orson Welles. Le titre de son premier roman est tiré d'un poème de Paul Éluard dont voici les premiers vers. Adieu tristesse. Bonjour tristesse. Tu es inscrite dans les lignes du plafond. Tu es inscrite dans les yeux que j'aime. Françoise Coirez deviendra à 18 ans Françoise Sagan, célèbre dès son premier livre en 1954. Le roman commence par la phrase « Sur ce sentiment inconnu dont l'ennui, la douceur m'obsède, j'hésite à apposer le nom, le beau nom grave de tristesse. » Un véritable coup de grisou, c'est l'expression employée par Françoise Sagan elle-même pour qualifier le scandale et le succès fracassant de Bonjour Tristesse. Françoise Sagan raconte avec une sidérante maturité le dévergondage d'une jeune fille de 17 ans, Cécile, en vacances sur la Riviera avec son père, veuf et séducteur impénitent. Cécile s'éveille à la sexualité, découvre l'amour, perd sa virginité. Pour évincer la nouvelle maîtresse de son père qu'elle n'aime pas, elle monte un stratagème sentimental qui tournera au drame. Bonjour Tristesse choque la France de la 4e République engoncée dans ses principes. Un écrivain est né, le style Sagan, frais, libre, insolent. Françoise Sagan va mener une vie de liberté, d'insouciance, d'excès, de jouissance, de voitures rapides, d'alcool, de drogue, d'argent, de transgression, de scandale. Ce qui m'a toujours séduite, écrit-elle, c'est de brûler ma vie, de boire, de m'étourdir. Et si ça me plaît, à moi, ce jeu dérisoire et gratuit à notre époque mesquine, sordide et cruelle, clamait-elle dans des bleus à l'âme. Elle défraiera régulièrement la chronique mondaine et judiciaire. Ses succès littéraires sont dans notre mémoire. Un certain sourire, Aimez-vous Brahms, La chamade, Des bleus à l'âme, Un orage immobile, de plusieurs nouvelles, de pièces de théâtre, Château en Suède, des livres d'entretien, des chansons pour Juliette Gréco, Moducci. Son style est nouveau. Des phrases courtes, percutantes, lapidaires. Françoise Sagan, une légende. Nouvelle vague, nouvelle vague. Une petite MG, 3 compères, assis dans la bagnole sous un réverbère. Une jambe ou deux par-dessus la portière, là. Nouvelle vague, nouvelle vague. 3 mignonnes approchent fort bien balancées. Elles chantent une chanson d'Elvis Presley. Voilà nos 3 pépères, soudain tout éveillés par cette Nouvelle vague. Pas mal du tout. Oh, ça c'est un sacré coup. Allez, venez, on leur paye un coca. Moi je fais la grande blonde. Moi, je prends la petite ronde. Et les gars, oubliez pas. Nouvelle vague, nouvelle vague. Faut pas grand chose pour faire connaissance.
nouvelle vague, nouvelle vague. Et dans ce canard, qu'est-ce qu'on y lit? Des tas d'histoires écrites par des gens rassis, donnant des coups de griffe, pas avec des billes sur la Nouvelle vague, nouvelle vague, nouvelle vague, nouvelle vague. Voici une lettre d'adieu qu'écrit Françoise Sagan à un amant inconnu, où elle évoque leur passé et le vain héritage qu'elle lui laissera. Puisque nous ne nous aimons plus, puisque tu ne m'aimes plus en tout cas, je dois prendre des dispositions pour les funérailles de notre amour. Après cette longue nuit, chuchotante et étincelante et sombre que fut notre amour, arrive enfin le jour de ta liberté. C'est alors que moi, restant seul propriétaire de cet amour sans raison, sans but et sans conséquence, comme tout amour digne de ce nom, moi, propriétaire cupide, hélas, qui avait placé cet amour en viager, le croyant éternel puisque te croyant amoureux, c'est alors que je décide, n'étant saine ni de corps ni d'esprit, et fier de ne pas l'être, je te lègue le café où nous nous sommes rencontrés. Il y avait Richard avec moi, et Jean avec toi, ou le contraire. Au coin de la rue d'Assas et de la rue de Seine, nous nous sommes vus, évalués et plus. Tu m'as dit « Je vous connais sans vous connaître, pourquoi riez-vous » Et je te répondis que je riais de cette phrase idiote. Après, tu me regardais, l'air penché et mystérieux, croyais-tu. Que vous êtes bêtes, vous les hommes, et attendrissants à force. Ils partirent, Richard et Jean, nous laissant là. Tu pris ma main ou je pris la tienne, je ne sais pas la suite. L'amour, c'est tellement ordinaire. Je passe sur la nuit. Beau, tu étais très beau. Derrière toi bougeait le rideau fleuri de la maison de passe. Tu me disais, pourquoi pas avant, pourquoi jusque-là, pourquoi ce vent? Passons, il faut passer. J'ai tant de choses à te léguer. La première maison, ce n'était rien. Nous n'habitions nulle part, nous habitions la nuit. À force d'amour, de cris et d'insomnie, nous devenions phosphorescents de corps, exsangues. Je devenais femme vestale. Des cigarettes abandonnées brûlaient doucement, comme moi dans la nuit, sans s'éteindre. Tiens, je te lègue ça, un de ces mégots si longs, si écrasés, si significatifs. Te voilà bien loti. Un café triste et un mégot. Je cherche des traces et je trouve des symboles. Je te hais. Comme toi à l'époque, par moments, tu me haïssais. Jaloux? Oui, tu l'étais. Je te donne les lettres que tu as lues en douce, que tu n'as pas voulu détruire par orgueil, par virilité, par bêtise, et que tu savais être là. Et moi qui savais que tu savais, je n'osais plus non plus les jeter. Il y a un instant de l'amour, inévitable, où le pur instinct le plus pur devient mélodramatique. Et nous étions si convenables. Convenables, quel blasphème! Convenable, que dis-je? Je n'en peux plus de tous tes airs d'homme. J'aimais l'enfant en toi et le mâle et le vieillard possible. Pas cette figurine. Et puis l'imaginaire. Tu te rappelles ce dessin que nous avions tracé ensemble un soir triste, sur un double papier sans nous consulter? C'était le même. Oh oui, je te le jure, nous nous sommes aimés. 2 lits de fer sur une plage, 2 têtes, l'une couleur de paille, l'autre de fer. 2 corps au-dessus de la mer interdite léchant les pieds du lit. Tu avais acheté un pick-up. J'ignore quel disque tu y mettais. Moi, mon seul air, mon grand air, c'était ta voix disant « Je t'aime ». Toi, tu avais dû prévoir du Mozart. Les hommes stylisent volontiers tandis que leurs femmes hurlent silencieusement à la lune. À ce sujet, tu avais oublié le soleil sur ton dessin. Jaune poussif, jaune poussin, jaune possédé, il éclairait le mien de ses rayons trop crus.
Tant que j'y suis, je te lègue ces mots embrouillés, confus, mortels, grâce auxquels tu m'expliquais tes absences. Je te lègue les rendez-vous d'affaires, des marges indispensables, contretemps fâcheux. Si tu savais, si tu avais su à quel point ces contretemps s'appelaient contre-amour et ces démarches férocité. Je te lègue aussi les « tu ne t'es pas ennuyé ?» les « je suis désolée » qui suivaient ces contretemps. Oui, je m'étais ennuyée. Non, j'étais plus que désolée. Je feignais de dormir. Je te lègue les draps où tu te réfugiais si soucieux, toi si bohème de ne pas les secouer. Tu dormais. J'attendais que tu dormes pour ouvrir mes paupières. Le jour cru de mon amour m'obligeait à de silencieux incendies, des plaies, des escarres d'insomnie. Non, je ne te lègue pas ces aubes maladroites, rythmées par des cils clos du même effroi. Je te lègue, puisque tu es un homme, les honteux bandages dont tu entouras mes poignets le soir où je jouais à mourir. Tu penchais la tête, tu tremblais, tu disais « Le sang est rouge à tes poignets et tes bras sont raides, il faudrait te reposer puis que l'on cède. » C'était un cri sincère ou pas, mais un cri ne veut rien dire de plus qu'un sourire. Il y a des sourires si las qu'ils vous feraient gémir, et des cris comme des coups. Et puis, mon amour, je crois qu'il me reste à te léguer ces mots si lourds d'électricité. Tu me disais « Tu ne dors pas, tu veilles, tu ne peux pas rêver. Le sommeil est un miel qu'on ne peut refuser. Tout cela n'est qu'un rôle, je veux te voir dormir. » Tu avais raison, tu étais raisonnable, moi pas. Mais qui a raison là dans ce domaine? Je te laisse la raison, la justification, la morale, la fin de notre histoire, son explication. Pour moi, il n'y en a pas. Il n'y a jamais eu d'explication au fait terrifiant que je t'aime. Ni non plus, pas du tout, mais pas du tout à ce que cela prenne fin. Et nous y sommes. Ah, j'oubliais les coquillages. Tu te souviens de ces coquillages? Parce que tu m'en voulais. Mais de quoi? De cette plaie ouverte qui était notre passion, comme je t'en voulais moi-même. Nous nous étions jetés alors sur ces coquillages lugubres dont nous avions couvert nos oreilles pour ne plus nous entendre, en fait, le ressac de la mer, le ressac de l'amour, et nos voix trop haut perchées tentant de surmonter le vent. Ces coquillages, donc, sont restés là, sur place, ou rejetés par nos mains puissantes et périssables, lorsque nous avons admis ensemble, à force de nous voir devenus aveugles, sourds-muets et tristes, qu'ils étaient ridicules. Je te lègue ces coquillages. Ils sont sur la plage, ils t'attendent. C'est un beau cadeau que je te fais là. J'irai bien moi-même sur cette plage où il plut tant, où nous nous plûmes si peu, où rien n'allait plus. Je ne te lègue plus rien. Tu le sais, il n'y a rien d'autre à léguer, rien de compréhensible, rien d'humain, surtout rien d'humain, parce que moi, je t'aime encore, mais cela, je ne te le lègue pas, je te le promets, je ne veux pas te revoir. J'avoue, j'en ai bavé, pas vous, mon amour, avant d'avoir eu vent de vous, mon amour. Ne vous déplaise en dansant la javanaise. Nous aimions le temps d'une chanson. À votre avis, qu'avons-nous vu de l'amour? De vous à moi, vous m'avez eu, mon amour. Ne vous déplaise en dansant la javanaise. Nous aimions le temps d'une chanson.
Hélas, avril en vain me voue à l'amour. J'avais envie de voir en vous cet amour. Ne vous déplaise en dansant la javanaise. Nous nous aimions le temps d'une chanson. La vie ne vaut d'être vécue sans amour. Et c'est vous qui l'avez voulu, mon amour. Ne vous déplaise en dansant la javanaise. Nous nous aimions le temps d'une chanson. Une lettre d'amour écrite à Jean-Paul Sartre en 1980, un an avant que Sartre ne disparaisse. Sagan et Sartre ne s'étaient pas revus depuis plus de 20 ans, alors qu'elle nourrissait pour lui une incroyable admiration. Sartre, alors aveugle, se fit lire cette lettre et demanda à dîner avec François Sagan en tête-à-tête. Elle alla le chercher à son appartement. Elle le tenait par la main pour qu'il ne tombe pas. C'était juste un an avant sa mort. Et ce fut là le premier d'une longue série de dîners. Voici la lettre de François Sagan à Jean-Paul Sartre. Cher monsieur, je vous dis cher monsieur en pensant à l'interprétation enfantine de ce mot dans le dictionnaire. Un homme, quel qu'il soit. Je ne vais pas vous dire cher Jean-Paul Sartre, c'est trop journalistique, ni cher maître, c'est tout ce que vous détestez, ni cher confrère, c'est trop écrasant. Il y a des années que je voulais vous écrire cette lettre, presque 30 ans. En fait, depuis que j'ai commencé à vous lire, et 10 ans ou 12 ans surtout, depuis que l'admiration à force de ridicule est devenue assez rare pour que l'on se félicite presque du ridicule. Peut-être moi-même ai-je assez vieilli ou assez rajeuni pour me moquer aujourd'hui de ce ridicule dont vous ne vous êtes toujours superbement jamais soucié vous-même. Seulement, je voulais que vous receviez cette lettre le 21 juin, jour faste pour la France qui vit naître à quelques lustres d'intervalle, vous, moi et plus récemment Platini, 3 excellentes personnes portées en triomphe ou piétinées sauvagement, vous et moi uniquement au figuré. Dieu merci pour des excès d'honneur ou des indignités qu'elles ne s'expliquent pas. Mais les étés sont courts, agités et se fanent. J'ai fini par renoncer à cette ode d'anniversaire et pourtant il fallait bien que je vous dise ce que je vais vous dire et qui justifie ce titre sentimental. En 1950, donc, j'ai commencé à tout lire et depuis, Dieu ou la littérature savent combien j'ai aimé ou admiré d'écrivains, notamment parmi les écrivains vivants de France ou d'ailleurs. Depuis, j'en ai connu certains, j'ai suivi la carrière des autres aussi, et s'il en reste encore beaucoup que j'admire en tant qu'écrivain, vous êtes bien le seul que je continue à admirer en tant qu'homme. Tout ce que vous m'aviez promis à l'âge de mes 15 ans, âge intelligent et sévère, âge sans ambition précise, donc sans concession, toutes ces promesses, vous les avez tenues. Vous avez écrit les livres les plus intelligents et les plus honnêtes de votre génération. Vous avez même écrit le livre le plus éclatant de talent de la littérature française, Les mots. François Sagan continue sa lettre à Jean-Paul Sartre. Dans le même temps, vous vous êtes toujours jeté tête baissée au secours des faibles et des humiliés. Vous avez cru en des gens, des causes, des généralités, vous vous êtes trompé parfois, comme tout le monde. Mais là, contrairement à tout le monde, vous l'avez reconnu chaque fois.
Vous avez refusé obstinément tous les lauriers moraux et tous les revenus matériels de votre gloire. Vous avez refusé le pourtant prétendu honorable Nobel alors que vous manquiez de tout. Vous avez été plastiqué 3 fois lors de la guerre d'Algérie. Jeté à la rue sans même sourciller, vous avez imposé au directeur de théâtre des femmes qui vous plaisaient pour des rôles qui n'étaient pas forcément les leurs, prouvant ainsi avec faste que pour vous, l'amour pouvait être au contraire le deuil éclatant de la gloire. Bref, vous avez aimé, écrit, partagé, donné tout ce que vous aviez à donner et qui était important, en même temps que vous refusiez tout ce que l'on vous offrait et qui était l'importance. Vous avez été un homme autant qu'un écrivain. Vous n'avez jamais prétendu que le talent du second justifiait les faiblesses du premier, ni que le bonheur de créer seul autorisait à mépriser ou à négliger vos proches, ni les autres, tous les autres. Vous n'avez même pas soutenu que se tromper avec talent et bonne foi légitimait l'erreur. En fait, vous ne vous êtes pas réfugié derrière cette fragilité fameuse de l'écrivain, cette arme à double tranchant qu'est son talent. Vous ne vous êtes jamais conduit en Narcisse, pourtant un des 3 seuls rôles réservés aux écrivains de notre époque, avec ceux de petit maître et de grand valet. Au contraire, cette arme supposée à double tranchant, loin de vous y empaler avec délices et clameurs comme beaucoup, vous avez prétendu qu'elle vous était légère à la main, qu'elle était efficace, qu'elle était agile, que vous l'aimiez, et vous vous en êtes servi. Vous l'avez mise à la disposition des victimes, des vraies à vos yeux, celles qui ne savent ni écrire, ni s'expliquer, ni se battre, ni même se plaindre. Vous voici privé de vos yeux, incapable d'écrire, dit-on, et sûrement aussi malheureux parfois qu'on puisse l'être. Peut-être alors vous fera-t-il plaisir ou plus de savoir que partout où j'ai été depuis 20 ans, au Japon, en Amérique, en Norvège, en province ou à Paris, j'ai vu des hommes et des femmes de tout âge parler de vous avec cette admiration, cette confiance et cette même gratitude que celle que je vous confie ici. Ce siècle s'est avéré fou, inhumain et pourri. Vous étiez, êtes resté, intelligent, tendre et incorruptible. Que grâce vous en soit rendue. Françoise Sagan à Jean-Paul Sartre. Françoise Sagan est morte un vendredi soir, le 24 septembre 2004 à 19h35 à l'hôpital de Honfleur. Elle était âgée de 69 ans. Antoine de Gaudemar, dans Libération, lui rendait un hommage. Parmi d'autres, il écrit « Généreuse, inspirée, rapide, rebelle, inclassable, inimitable, ruinée mais avec un capital de sympathie intact et immense. C'est rare un écrivain qui suscite autant d'empathie, presque de compassion dans sa dernière période. Sagan, c'était plus que Sagan, plus qu'un phénomène éditorial. On lui pardonnait, on ne savait pas trop pourquoi. Peut-être parce que si elle ne sacralisait pas la littérature, ces textes apparemment mineurs contenaient toujours une forme d'urgence, de nécessité. Elle avait une vision trop modeste d'elle-même et de ce qu'elle écrivait pour s'imaginer faire école. Mais pourtant, un de ses tours de force aura été d'épouser constamment son époque sans jamais céder à l'air du temps. C'est cette résonance mélange unique de gravité et de légèreté qui fera date.
C'était Correspondance. Une émission préparée et présentée par Martine Jacob.